Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver tous les matins pour 2 heures d'émission. Vous le savez, Parlons Vrai chez Bourdin. Ça veut dire que vous allez téléphoner, je l'espère, 0826 300 300, parce qu'on a besoin de votre parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci donc d'être avec nous pour téléphoner. Vous connaissez le numéro 0826 300 300. Nous aurons beaucoup d'invités ce matin et de nombreux sujets d'actualité que nous allons traiter en direct, toujours en direct. L'Ukraine et la Russie. Joe Biden rencontre les 9 dirigeants des pays d'Europe centrale et de l'Est, membres de l'OTAN, et réitère le soutien indéfectible de Washington face à Moscou, nous allons en parler. À l'ONU, projet de résolution soulignant l'attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et exigeant le retrait immédiat des forces russes. Explication, analyse dans un instant avec Bruno Tertrais, qui est directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Le livret A. Plus de 9 milliards d'euros déposés par les Français au mois de janvier. C'est un record depuis 14 ans. Et parallèlement, inflation toujours, l'association 60 millions de consommateurs affirme qu'il y aura un pic d'inflation à 15% en juin. Explication tout à l'heure dans notre journal jusqu'à 11h. Les violences conjugales. Faut-il créer une justice spécialisée? Débat entre 11h et midi sur l'antenne de Sud Radio. Les condamnations pour violences conjugales sont en forte hausse. À 12h05, je recevrai Claude Ardide, qui est journaliste et auteur d'une longue enquête passionnante au cœur de la brigade des mineurs de Marseille. Titre de son livre « Les enfants du purgatoire » aux éditions de l'Observatoire. Mais comme tous les jours, dans Quel monde vit-on? La chronique, le rendez-vous de Félix Mathieu. Nous partons pour l'Espagne. L'Espagne qui a commandé 31 trains. Le problème, c'est qu'ils se sont avérés trop grands. Félix. Heureusement, le constructeur s'en est aperçu juste avant de lancer la construction. Mais les Espagnols ont frôlé la catastrophe industrielle. Ces 31 trains régionaux destinés au nord du pays avaient été commandés à l'entreprise espagnole CAF en juin 2020. Commande à 258 millions d'euros tout de même. Le scandale a été bruité il y a 2 semaines, mais en réalité, le constructeur s'est rendu compte de l'erreur il y a quasiment 2 ans. En mars 2021, les dimensions fournies lors de l'appel d'offres n'étaient pas correctes. Avant même de démarrer la construction, l'entreprise a donc averti les pouvoirs publics. Attention, vos trains ne passeront pas dans les tunnels. De quoi causer un sacré contretemps, le temps de réajuster tout ça. Les futurs trains arriveront en 2026 et non pas 2024 comme prévu initialement. Polémique, désormais politique. L'opposition accuse le gouvernement d'avoir dissimulé la gaffe pendant 2 ans. Les autorités régionales réclament une compensation financière, même si la compagnie ferroviaire affirme que les pertes sont limitées. Finalement, le président de la compagnie, la Renfe, vient de présenter sa démission, tout comme la secrétaire d'État au transport, la numéro 2 du ministère, qui était aussi l'ancienne présidente du gestionnaire de réseau. Oui, en France, on se souvient des trains commandés par la région Centre qui n'entraient pas dans les gares, qui n'arrivaient pas à passer entre les quais. Ils étaient trop larges. C'était une commande à Bombardier, je crois, au fabricant de rames. Il est 10h33, merci d'être avec nous. Bien, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, Bruno Tertrais, bonjour. Bonjour. Quelle intense activité diplomatique depuis hier. Nous avons eu le discours de Vladimir Poutine, nous avons eu le discours de Joe Biden, nous avons maintenant Joe Biden qui est en Pologne et qui rencontre les 9 dirigeants des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est qui sont membres de l'OTAN. Nous avons hier Meloni, la première ministre italienne, qui était à Kiev. Nous avons eu un discours de Zelensky. Nous avons une réunion à l'ONU. Intense activité diplomatique en ce moment. On va commencer avec Biden, si vous voulez bien. Biden, qui est donc à Varsovie, qui rassure, qui est là pour rassurer et pour réaffirmer le soutien des États-Unis à ces pays qui sont les plus inquiets, ces pays de l'OTAN, pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale. Bruno Tertrais. Oui, et je dois dire que Biden a quand même réussi une très belle manœuvre diplomatique. Vous vous souvenez de ce que disait Lionel Jospin à propos de Jacques Chirac? Il l'avait trouvé vieilli, usé, fatigué. On disait beaucoup ça à propos de Biden. Et cet homme, qui d'ailleurs va probablement se représenter à la présidence, il surprend son monde avec un voyage il faut le redire, absolument historique. C'est une marque de confiance pour un
un président américain d'aller dans un pays en guerre, absolument jamais vu. Une marque de confiance envers l'Ukraine qui est absolument jamais vue. Alors, la deuxième séquence, c'est la Pologne. Et la Pologne, c'est en train de devenir ce qu'était un peu l'Allemagne au temps de la guerre froide. C'est-à-dire l'avant-poste de l'Europe et du monde occidental. Bien sûr, elle est protégée par l'Amérique, mais les Polonais, comme les pays baltes, ils ont toujours besoin d'être rassurés. Et là, Biden a dit, je serai toujours avec vous, l'Amérique sera toujours avec vous. Plus que jamais, on mesure l'opposition entre les États-Unis et la Russie. Oui, là, maintenant, c'est clair. Hein. Oui, mais j'allais dire qu'on la sentait monter depuis une bonne dizaine d'années. Oui. Voilà, et je crois vraiment que c'est la Russie qui a choisi de provoquer quelque chose qui ressemble à une nouvelle guerre froide, et elle est chaude en Ukraine, bien sûr, mais pour le reste de l'Europe, et pour l'Europe de l'Est, pour l'Europe orientale, c'est une forme de guerre froide. Mais que voulez-vous, là, c'est quelque chose qui aussi rend, pour Vladimir Poutine, le met dans un cadre intellectuel qu'il a bien connu. Lui, il a grandi. C'est un homme de la guerre froide, Vladimir Poutine. Et finalement, il y a une espèce de confort politique pour lui à se dire, voilà, c'est de nouveau le monde contre nous, parce que lui, ça le conforte intérieurement. Il peut dire, je suis un président en guerre, l'Occident a voulu nous attaquer, parce que c'est ça son discours. Donc ça a quelque chose de confortable pour lui, malgré l'échec militaire qui pour l'instant est patent. Oui, sa rhétorique n'a pas changé. Là encore, revenons sur le discours de Vladimir Poutine hier, sur le discours de Joe Biden hier également. La rhétorique de Vladimir Poutine n'a pas changé. On n'a pas été très surpris par ce qu'il a dit lors de ce discours. Finalement, Joe Biden, on n'a pas été surpris non plus par le discours de Joe Biden. La situation est figée. Aujourd'hui, elle est figée militairement, elle est figée diplomatiquement. Elle l'est d'autant plus que Vladimir Poutine a coupé le dernier lien qui reliait l'Amérique à la Russie, le dernier canal de dialogue, qui est celui du contrôle des armements nucléaires. On disait beaucoup au temps de la guerre froide que... D'accord, il y avait cette rivalité entre deux blocs, mais au moins, avec cette affaire de maîtrise des armements nucléaires, on avait un canal de discussion permanent qui pouvait d'ailleurs servir à d'autres choses aussi. Et là, Vladimir Poutine dit non, moi je suspends ma participation à ce processus. À cet accord, à cet accord de limitation. Signé en 2010. Oui, alors ça ne veut pas dire qu'on va repartir. Mais non, parce que les Russes, quand même, ont précisé, Moscou continuera à respecter la limitation de son arsenal. Hein. Alors, ils ont tenu c'est le ministère des Affaires étrangères russe qui a donné cette précision dans l'après-midi. Elle n'est pas inutile, parce que ça veut dire qu'on ne va pas se diriger vers une nouvelle course aux armements nucléaires comme c'était le cas au temps de la guerre froide. Bien sûr. Mais c'est quand même symbolique, et puis ça a une portée, puisque, encore une fois, c'était le dernier canal de discussion permanent entre Américains et Russes. Bien, suspension de la participation de la Russie à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire. Vladimir Poutine est passé à l'offensive contre un Occident qu'il juge dépravé. Bon, là encore, cette rhétorique du discours, on la connaît, on sait ce que veut Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, qui est confronté quand même à une certaine difficulté. J'ai été très intéressé par l'échange entre Prigojine, le patron de Wagner, et le ministère russe de la Défense. Vous avez vu ça, le haut commandement, Prigojine reprochant à l'armée russe de ne pas lui fournir le matériel nécessaire pour se battre, et l'armée russe répondant assez sèchement à Prigojine. Vous avez remarqué comme moi, Bruno Tertrais? Oui, tout à fait. D'abord, un mot sur le discours de Poutine, juste pour dire que moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'était quasiment un discours soviétique. Il y avait des passages, on entendait, nous avons réussi à atteindre nos objectifs de production de céréales, d'acier. On avait l'impression d'être dans les années 1970. Alors, sur Prigojine, les milices Wagner, elles sont très utiles pour le Kremlin, et en même temps, il ne faut pas qu'elles prennent trop de place non plus, parce que si elles arrivent à montrer, ou si elles donnent le sentiment qu'elles sont plus efficaces que l'armée régulière, c'est un camouflet pour Vladimir Poutine lui-même. Donc il y a cette espèce de jeu un petit peu compliqué entre Prigojine, Shoigu, le ministre de la Défense, et Poutine et Gerasimov. Et Poutine qui se tient un petit peu en arbitre. Hein. Il y a une part de
théâtre. Il y a une part de théâtre dans tout cela, mais très clairement, ce qui compte, c'est que, oui, les milices sont importantes pour la Russie aujourd'hui en Ukraine parce qu'elles réussissent mieux, entre guillemets, avec d'énormes pertes humaines que l'armée classique. Oui, Prigojine est quelqu'un qui compte, mais c'est quand même quelqu'un qui n'est pas prêt. Il faut pas dire que ça va être le successeur de Poutine et qui va renverser Poutine du jour au lendemain. Ça, non. Non seulement ça, mais Prigojine, dans tous les cas, on n'a pas vu Kadyrov hier dans l'Assemblée qui assistait au discours de Poutine. C'est très très important. Hein. Il n'était pas là. Ça veut dire que quand même, Poutine laisse à l'écart et Prigojine et Kadyrov. Et n'oublions jamais l'importance de l'armée russe autour de Poutine. Ils sont là et ils sont un peu les gardiens du temple. Hein. Oui, mais c'est pas seulement l'armée, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle les siloviki. L'administration. Non, c'est l'ensemble des services de sécurité. De tous les gens qui ont les armes, pour faire simple. Et là, en grand classique des régimes autoritaires, Poutine a organisé la rivalité entre ces services. Ce que craint le plus un dictateur, c'est un jour d'être renversé par l'armée ou les forces de sécurité. Alors heureusement, en Russie, il n'y a pas de tradition de coup d'État militaire, mais cette compétition entre services de sécurité divers et variés, organisations qui ont des hommes en armes, c'est un classique des régimes autoritaires. Et aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, elle bat son plein. Et Vladimir Poutine devra tenir compte des remarques et de Gerasimov et de son ministre de la Défense. Même s'ils sont alignés pour l'instant sur les positions de Vladimir Poutine. Mais si un jour il y a peut-être mouvement au sein même de la Russie et au sein même du pouvoir russe, ça pourrait peut-être venir de l'armée. Bon, on va pas épiloguer ni penser à ce que sera l'avenir. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette réunion de l'ONU qui commence aujourd'hui. Alors, la Russie, évidemment, s'insurge contre la décision de l'ONU sur l'Ukraine. Que se passe-t-il à l'ONU? Il y a une résolution. L'Ukraine et ses partisans espèrent renforcer l'isolement diplomatique de la Russie en cherchant à obtenir des votes positifs. Sur quoi? Eh bien, l'Assemblée générale de l'ONU, composée, on le rappelle, de 193 membres, doit voter, je pense avant la fin de la semaine, je crois que c'est demain ou après-demain, doit se prononcer sur un projet de résolution soulignant la nécessité de parvenir dans les meilleurs délais à une paix globale, juste et durable. Et qu'exige cette résolution? Le retrait des troupes russes du territoire ukrainien, l'arrêt des hostilités, retrait des troupes russes, arrêt des hostilités, évidemment, Moscou ne peut pas accepter cela. Chacun va se compter. Absolument, chacun va se compter. C'est pas tellement la portée, la force juridique de cette résolution qui compte, c'est... La force politique. C'est la force politique. Bien sûr. Il faut quand même rappeler que l'Assemblée générale de l'ONU, c'est un peu le Sénat du monde, c'est-à-dire chaque pays, les Kiribati ont la même voix que les États-Unis. Alors, ce qui va compter, ce qui va littéralement compter, c'est la comparaison avec la première résolution de l'Assemblée générale de l'ONU il y a un an. Il y avait 141 pays qui avaient voté la résolution condamnant la Russie. C'est pour ça que quand on dit... Sur 193. Voilà, c'est pour ça que quand on dit l'Occident est isolé, les partisans des États-Unis et de l'Europe sont isolés, ça faut quand même pas exagérer. 141 pays, c'est quand même les trois quarts. Voilà. Il y en a beaucoup moins qui appliquent les sanctions. C'est un autre sujet. Beaucoup moins. Donc là, il va falloir qu'on ait à peu près le même résultat si on veut pouvoir dire à la Russie, le soutien que vous aviez dans une partie du monde est en train de s'effriter. S'il y a 130 pays, ça sera une défaite politique pour les pays occidentaux. S'il y en a 145, ça sera une victoire. Vous voyez, ça a l'air symbolique, mais on est dans quand même quelque chose qui ressemble à une guerre froide politique dans laquelle le monde est de nouveau un grand échiquier diplomatique sur lequel il faut compter ses soutiens. Et ça compte, c'est moins important bien sûr que les victoires ou les défaites sur le champ de bataille, mais dans la grande partie qui se joue, ça n'est pas mince. Ce n'est pas mince.
Et nous serons attentifs aussi à ce que va déclarer la Chine. L'ambassadeur chinois à l'ONU a déclaré hier aux journalistes que la Chine publierait probablement dans les jours qui viennent un document de position sur l'Ukraine qui reflètera principalement les positions cohérentes de la Chine sur cette question. On l'attend avec impatience, ce document. Personnellement, je l'attends avec absolument aucune impatience. Alors allez-y, Bruno parce Tertrais. que je peux déjà vous dire ce qu'il y aura. Allez-y. Ce sera de l'eau tiède. Oui, la Chine, respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de tous les pays, ça va être ça, quoi. Oui, ça va être ça. Et ça va s'inscrire dans ce que la Chine appelle sa doctrine de la sécurité globale. Oui. Un mot dont on ne sait pas trop ce qu'il veut dire concrètement, mais ça veut dire que qu'est-ce que cherche à faire la Chine? Non pas susciter une négociation directe, encore moins être un médiateur. D'ailleurs, la Chine le dit, nous ne sommes pas médiateurs. Exactement. Pour tout, voilà, ça c'est un message à tous ceux qui s'imaginaient, y compris en France, que la Chine pouvait être une sorte d'intermédiaire. Non, ce que la Chine veut faire, c'est projeter une image d'elle-même qui est différente de celle de la Russie. L'image d'un pays raisonnable qui serait, contrairement à d'autres, moins prompt à utiliser la force militaire, qui cherche la paix dans le monde, les grands équilibres et la souveraineté de chaque État au monde. C'est ça qu'elle cherche à faire. Elle ne se fait, à mon avis, aucune illusion sur ce que ce fameux texte, cette fameuse initiative pourrait apporter concrètement au déroulement du conflit en Ukraine. Dites-moi, je voulais revenir sur le traité START, New START. Beaucoup disent, ça y est, c'est une escalade nucléaire. Moi, je vois pas où elle est. Non, non, il n'y a pas. Y a-t-il escalade nucléaire? Non, il n'y a pas d'escalade nucléaire. Premièrement, je le rappelle, ni les États-Unis ni la Russie ne veulent s'engager, n'ont les moyens d'ailleurs, n'ont les moyens de s'engager dans une course aux armements nucléaires analogue à celle de la guerre froide. S'il y a plutôt une montée des arsenaux, c'est plutôt du côté de la Chine qu'il faut la chercher d'ailleurs. La Chine voudrait devenir une puissance nucléaire majeure. Ce qui compte, c'est que avec cette suspension, la Russie dit « moi maintenant je fais ce que je veux ». Mais si vous voulez, c'est pas non plus... Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi comprendre la position russe quand les Russes disent « mais attention, sur le terrain nucléaire, on prend en compte les ogives américaines, mais on ne prend pas en compte la puissance nucléaire de la Grande-Bretagne et de la France ». Alors ça, c'est un très vieux sujet, c'était une obsession de la diplomatie soviétique pendant la guerre froide. En gros, ils disaient « attendez, on ne peut pas mettre d'un côté l'Amérique, de l'autre côté l'Union soviétique, puisque vous avez en plus les Français et les Britanniques. Ce à quoi les Français et les Britanniques répondaient régulièrement et continuent à répondre. Attendez, pas du tout. Nous sommes souverains. Nous sommes souverains. Notre décision de faire quoi que ce soit dans le domaine nucléaire n'est pas soumise au veto de Washington. C'est un très vieux débat. Et là encore, je vous parlais du discours de Vladimir Poutine qui me rappelait l'Union soviétique sur le côté, la production de blé, la production, nos usines, ceci. Et ben là, encore une fois, Vladimir Poutine reprend un discours soviétique. Merci Bruno Tertrais d'être venu nous voir, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. C'est explication, analyse, vous savez, je préfère ça à tous les commentaires, des commentaires qui parfois nous conduisent, alors si on reprenait tout ce qui a été dit depuis le 24 février 2022, on serait un peu surpris. Mais enfin bon, il est 10h48, merci d'être avec nous. Dans un instant, je vais changer totalement de sujet. Nous allons parler du livret A, plus de 9 milliards d'euros déposés par les Français en janvier. C'est un nouveau record. Depuis 14 ans, on n'avait pas vu ça. Et puis, de l'inflation aussi, puisque 60 millions de consommateurs prévoient un pic d'inflation en juin prochain. Il est 10h48. Bourdin. Bien, il est 10h51. Nous allons parler d'inflation, nous allons parler d'épargne, parce qu'il y a quand même des paradoxes dans ce pays. Voilà une France qui souffre de l'inflation. Une bonne partie de la France, vous êtes de cela. 0826 300 300, les prix montent, vous le voyez au quotidien. Et puis il y a une autre France, celle qui épargne, qui malgré l'inflation épargne. Et je donne le chiffre qui est faramineux, 9 milliards d'euros déposés par les Français en janvier sur l'épargne, sur les livrets d'épargne. C'est un record depuis 14 ans. Avec nous, Flavien Neuvy, qui est directeur de l'Observatoire CTLM. Flavien Neuvy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que ce chiffre vous surprend, Flavien Neuvy ?
Alors disons qu'on est dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. C'est vrai que le taux du livret A a beaucoup augmenté. Et donc, 3%. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, les gens qui avaient des liquidités disponibles, et c'est vrai qu'avec le Covid, les Français ont accumulé quand même pas mal de liquidités disponibles, orientent ces liquidités vers ce qui rémunère le plus, les livrets d'épargne. En tout cas, c'est sans risque. Et donc du coup, c'est ce qui explique pourquoi on a ce pic-là. Néanmoins, on a un taux d'épargne qui reste très élevé, autour de 15% des revenus. Et c'est vrai que c'est un peu une spécificité française. On a un taux d'épargne qui est parmi les plus élevés d'Europe, derrière l'Allemagne. Ouais, derrière l'Allemagne, il est l'un des plus élevés du monde. Bon, loin derrière le Japon, qui est le champion en la matière. Mais tout de même, hein, Flavien Neuvy. Alors, les Français arrivent toujours à épargner. Attention, hein, pas tous les Français. Certains Français arrivent à épargner et d'autres ont des difficultés chaque mois, chaque fin de mois et même en début de mois parfois. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas homogène. Si vous voulez, tout le monde ne met pas de l'argent de côté. Oui. Il faut rappeler que la hausse des prix, l'inflation, ne touche pas tous les Français de la même manière. Ce sont les Français qui ont les revenus les plus faibles qui sont les plus touchés parce que ce qui augmente le plus en ce moment, ce sont les prix de l'alimentaire et le poids des dépenses alimentaires est beaucoup plus important chez les ménages modestes. Et donc ces ménages-là ont déjà du mal à boucler les fins de mois et évidemment, ils ont encore beaucoup plus de mal à mettre de l'argent de côté. Et à l'inverse, ceux qui ont les revenus les plus élevés, eux ont la possibilité de mettre de l'argent de côté et c'est ce qui explique pourquoi on a un taux d'épargne global qui est assez élevé, mais c'est pas du tout homogène entre les Français. Flavien, nous allons prendre Jean-Louis qui est dans les Bouches-du-Rhône et qui témoigne. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour. Bonjour, merci vraiment d'être avec nous, Jean-Louis. Hein. Non, il n'y a pas de souci. C'est toujours des émissions intéressantes, même si je ne suis pas toujours d'accord avec les intervenants, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça, c'est normal. Moi non plus, je ne suis pas toujours d'accord. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Mais au moins, on débat et on s'exprime. Exactement. Vous ressentez l'inflation, Jean-Louis? Oui, c'est énorme, parce que, je veux dire, ne serait-ce que sur l'alimentaire... on peut imaginer que le caddie, en grosso modo, a pris 10 et 15% entre la viande, le poisson, les choses comme ça. On y va vraiment au compte-gouttes, quoi. Oui. C'est pas possible entre ça et le. Vous faites vos courses autrement, Jean-Louis? Je fais mes courses, moi, toujours à proximité. Oui. J'ai pris cette habitude où j'habite. Je vais chez mon primeur à proximité parce que lui il joue le jeu. Comme moi. Fait pas mal de promotions, fait pas mal de choses intéressantes. Et après, on est obligé d'aller quand même sur certains supermarchés et qui, je pense quand même, profitent quand même pas mal de la conjoncture. Entre parenthèses, c'est pas toujours très équitable, c'est pas toujours très justifié. Jean-Louis, est-ce que vous arrivez, parallèlement à ces difficultés, vous faites très attention au prix, est-ce que vous arrivez à épargner? Alors, épargner, c'est un bien grand mot. Je mets un petit peu d'argent de côté parce que je suis un privilégié, on va dire, quelque part, malgré que j'ai perdu des revenus de ministre. Je suis un petit peu privilégié. Je suis en retraite là, depuis pas longtemps. J'ai la chance de ne pas avoir de loyer à payer. Important. Donc ça, c'est très important. Donc, ce qui me permet de mettre, on va dire, un petit peu d'argent de côté et de pouvoir aussi aider mes enfants qui, eux, par contre, ne sont pas du tout dans la même configuration. Bien sûr. Mais Jean-Louis, je vais être indiscret. Livret A? Alors, non, c'est pas vraiment un livret A, c'est une épargne que j'ai sur ma banque. Bon, d'accord. Ça équivaut à peu près au livret A. Sachant que le livret A, enfin, quand on met de l'argent là pour... C'est plus pour, on va dire, le mettre de côté sans y toucher que d'épargner. Parce que avec 3% et avec une inflation à 15%, on perd de l'argent tous les mois, quoi. Oui. Bien, merci. Oui, mais enfin, pour trouver un placement à 15%, si vous le connaissez, vous me l'indiquez, hein, Jean-Louis. Bien sûr. Il faut après aller boursicoter dans les plateformes boursières, et là, moi, je suis pas du tout là-dedans, quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr, vous avez raison. Merci, Jean-Louis. Flavien, merci beaucoup. Flavien Neuvy, est-ce que les Français, parallèlement à ça, prennent de plus en plus de crédit à la consommation? Non, la réponse est non. Ils n'ont pas recours au crédit. On voit la production de crédit en France qui a beaucoup baissé sur ces 10 dernières années. Le niveau de surendettement d'ailleurs qui est à un niveau historiquement bas. Mais par contre, ils font autre chose. C'est-à-dire que pour s'adapter à ce contexte inflationniste très difficile à gérer, d'abord ils font des renoncements. Et on vient de l'entendre, Jean-Louis l'a dit, sur les produits alimentaires, par exemple, moins de viande, moins de produits frais. Donc il y a des renoncements. Il y a l'utilisation aussi des circuits hard discount et low cost qui sont très porteurs en ce moment. Et puis, il y a aussi un phénomène qui monte en puissance année après année, c'est le marché de l'occasion. C'est-à-dire que les gens achètent plutôt des produits d'occasion parce que c'est moins cher
Et ils revendent aussi par eux-mêmes des produits, ce qui leur permet de faire rentrer un petit peu d'argent dans le budget familial, parce que les biens qu'on a à la maison et qu'on n'utilise plus, ça vaut de l'argent. Et donc, ce sont toutes ces façons, si vous voulez, de s'adapter qui sont utilisées par les Français, qui sont très très réactifs et qui ne restent pas les bras ballants face à ce contexte inflationniste très difficile. Merci Flavien Neuvy pour l'observation du comportement des Français. Vous êtes directeur de l'Observatoire CTLM. Merci vraiment d'être avec nous, Flavien Neuvy. Il est 10h57. C'est ainsi sur l'antenne de Sud Radio entre 10h30 et midi. Vous témoignez. Il y a des intervenants, tous en direct. Hein, tout le monde est en direct. Je ne pourrais pas faire une émission qui ne serait pas en direct. Et dans un instant, nous allons parler des violences conjugales. Changer encore une fois complètement de sujet. Faut-il créer une justice spécialisée? Le débat est en cours dans notre pays. Débat donc entre 11h et midi sur l'antenne de Sud Radio. Il faut savoir que les condamnations pour violences conjugales sont en forte hausse en France. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons parler des violences conjugales entre 11h et midi. Vous savez que tous les jours, nous ouvrons un dossier, nous ouvrons un débat sur un sujet d'actualité. Pourquoi les violences conjugales? Parce que ça va revenir dans l'actualité dans les jours qui viennent. Je posais simplement la question pour ce débat. Faut-il mettre en place une justice spécialisée? Mais nous allons aller beaucoup plus loin, évidemment, que cette question, parce que les violences conjugales méritent tant d'attention. Les violences conjugales, nos invités, nous avons avec nous Maître Nathalie Tomasini qui sera au téléphone tout à l'heure. Nous avons avec nous Dominique Vérien qui est sénatrice centriste. Bonjour Dominique Vérien, merci d'être avec nous. Vous travaillez sur un rapport, hein. Vous allez le rendre quand d'ailleurs, ce rapport sur les violences conjugales? Au plus tard fin mars. Et quelques propositions pour la Première ministre avant le 8 mars. Eh bien, nous allons parler de vos propositions que va reprendre peut-être Elisabeth Borne. Avec nous est également Violaine de Philippi-Sabat qui est porte-parole de l'association Oser le féminisme. Bonjour. Et avec nous Maître David Friedman qui accompagne des victimes de violences conjugales. Maître Friedman, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, les violences conjugales, faut-il mettre en place une justice spécialisée? D'abord, je voudrais revenir sur les chiffres tout simplement de 2022. Je ne sais pas si nous avons les chiffres définitifs. Moi, les chiffres que j'ai, c'est 111 féminicides en 2022. Est-ce que ce sont les bons chiffres? 111... Oui, j'avais un chiffre un peu plus élevé. Mais... Un peu plus élevé. Malheureusement, c'est toujours beaucoup trop. Oui, non, mais ça on est bien d'accord. 111 féminicides, 15 homicides. Hein, il y a aussi des homicides, ça existe par des compagnes ou ex-compagnes. Il y a aussi des infanticides, ne les oublions pas, parce qu'on parle de violence conjugale, n'oublions pas les enfants. Il y a des matricides, il y a des parricides, il y a des fratricides et il y a des sororicides. Ça existe aussi, il y en a eu 3 sororicides en 2022. Bien, alors regardons, faisons un premier tour de table. Violence conjugale, je parlais de votre rapport, maître Dominique Vérien. Votre rapport, donc dans les premiers jours de mars, vous allez rendre un pré-rapport. Quelques propositions. Oui, quelques propositions. Lesquelles? Non, mais je suis direct. Normalement, lesquels? Normalement, vous ne devez pas le dire. Je vais évidemment pas les dire puisque nous sommes seulement en train de les finaliser pour les proposer à la Première ministre. Par contre, puisque votre question c'était faut-il une justice spécialisée, je peux déjà vous dire que nous allons vers effectivement une spécialisation et à minima une équipe dédiée sur ces sujets-là, autant en justice que ce qu'on voit qui se met déjà en place d'ailleurs en police, en gendarmerie. Des équipes et dédiées des formations. Au sein des tribunaux. Des équipes dédiées au sein des tribunaux. Voilà. Il n'y aura donc pas de justice spécialisée. Vous ne proposerez pas... C'est une justice spécialisée. Oui. Ce sera une chambre... fait en Espagne, on est bien d'accord. Ah mais parce que de toute façon, notre fonctionnement n'est pas du tout le même que celui en Espagne. Le procureur fonctionne pas comme le nôtre, les juges ne fonctionnent pas comme les nôtres, leurs juges fonctionnent un peu comme nos procureurs. Donc on peut pas tout à fait calqué. Par contre, on peut s'en inspirer et nous revenons d'Espagne. Nous venons d'y passer 2 jours justement pour pouvoir aller regarder. Oui. Et donc, nous allons nous en inspirer aussi dans nos propositions, c'est très clair. Et donc, si on peut parler de justice spécialisée malgré tout, puisque ce sera une chambre spécialisée qui mêlera aussi bien procureur spécialisé que juge aux affaires familiales spécialisé, éventuellement juge d'application des peines, juge des enfants. Donc, une vraie équipe spécialisée
qui traitera que de ça. Dédié à ce sujet. Dédié On est bien à ce sujet. d'accord. Dans chaque juridiction. Dans chaque juridiction, et c'est là justement que c'est très important, il faut absolument mailler le territoire parce qu'on se rend compte que la ruralité est plus lourdement touchée encore que les villes, puisque 50% des féminicides ont lieu en ruralité alors que nous n'avons que 30% de la population en ruralité. Bon, donc chaque juridiction aura son équipe dédiée. Il va falloir, dites-moi, il va falloir des moyens pour ça. Il va falloir des moyens. Alors moi j'ai bien entendu... Et des moyens, de l'argent... Et puis des magistrats. J'ai bien entendu que le garde des Sceaux nous avait annoncé 300 magistrats nouveaux de plus par an sur les 5 ans qui viennent. Je pense qu'on devrait lui en subtiliser déjà un tiers sur ce sujet-là. Au moins 100 magistrats pour ce sujet. Au moins. Des violences conjugales. On ne l'a pas encore estimé. Je vous dis, notre rapport, on le remet vraiment fin mars. Et les premières propositions, donc on analysera plus finement. Mais on le sait, ça demandera des moyens. Ça demandera des moyens en justice, mais ça demandera aussi des moyens. On en parlait tout à l'heure, en police, en gendarmerie, notamment sur les travailleurs, les travailleurs sociaux en gendarmerie ou les travailleurs sociaux en police, où on a, on le sait, l'État qui finance 50%, mais c'est la croix et la bannière pour faire financer les 50% restants. Et là, on se rend compte que c'est tellement utile qu'on veillera à les faire financer. Alors, Violaine de Philippi-Sabat, qu'en pensez-vous ? Écoutez... C'est insuffisant ou c'est suffisant ou c'est prometteur ou je dirais... Il y a 2 temps. Le constat, on est d'accord avec. Et je remercie Madame la sénatrice d'avoir rappelé quelques chiffres très, très importants. Mais les solutions, on n'est pas tout à fait d'accord. Pourquoi ? Et là, je parle aussi en tant qu'avocate, militante du terrain. Les pôles spécialisés, en réalité, c'est-à-dire une cohésion entre équipes, ça existe dans les tribunaux aujourd'hui. C'est pas uniformisé et ça aurait le mérite, c'est sûr, d'uniformiser cette pratique. C'est-à-dire, Concrètement... je vous arrête, les magistrats ne feraient que ça, on est bien d'accord. Que ça, ils consacreraient tout leur temps, parce que les dossiers sont extrêmement... Il y a des chambres déjà où des magistrats... Enfin, il y a des chambres dans les juridictions où les magistrats... Je vous dis ça parce que, par exemple, je prends l'exemple d'Orléans, 25% des affaires sont des affaires de violence conjugale. Mais vous pouvez le dupliquer sur d'autres tribunaux. Oui, c'est tout à fait l'ordre spécialisé, c'est ça l'ordre des choses. Oui, mais au-delà des magistrats spécialisés, si vous voulez, c'est que depuis les années 2000, l'Espagne a mis en place ses juridictions spécialisées. J'entends bien que l'Espagne n'a pas notre modèle juridique, je ne remets pas en question ça, et j'ai bien noté aussi que vous aviez dit à minima des pôles dans les tribunaux, donc peut-être plus, et c'est ce que je vais vous expliquer, plus comment. En réalité, des juridictions spécialisées, c'est-à-dire un tribunal dédié aux violences intrafamiliales, ce ne serait pas que des mises en relation judiciaires, ce serait aussi des mises en relation avec les acteurs externes, notamment, je vous donne l'exemple de ce qui existe à Bordeaux, le COVA, qui est un centre d'accueil d'urgence des victimes, qui fait aussi des expertises et des missions dans le cadre de procédures judiciaires, mais pas que. Ces acteurs-là devraient être rapprochés du système judiciaire. C'est-à-dire qu'on devrait envisager la prise en charge des victimes dans sa globalité, et non pas comme une mise en relation, par exemple, du JAF, juge aux affaires familiales, avec le procureur, mais bien dans une globalisation, c'est-à-dire dans un parcours qui serait total, qui serait global. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, donc je vous disais, ça existe déjà, ces équipes dans certains tribunaux, et la relation entre JAF et parquet, elle existe déjà. Et en fait, le constat, c'est que ça ne suffit pas. Donc même si on officialise demain et qu'on uniformise ces équipes, il n'en reste pas moins qu'il ne va pas y avoir de changement. Et je vous donne un exemple concret. J'avais un dossier vraiment terrible. La jeune femme est désormais à l'hôpital. Elle a fait une rechute en anorexie. Le JAF avait condamné son ex-conjoint à une ordonnance de protection qui lui disait de ne pas s'approcher d'elle pendant une période déterminée. Et pendant l'audience devant le JAF, il avait reconnu, et c'est dans le jugement, enfin dans l'ordonnance, il avait reconnu qu'il avait eu des comportements qui pouvaient s'apparenter à des violences sexuelles. Ok, on va à la police pour la confrontation. Dans le cadre de la confrontation, la police qui a cet élément dossier, qui a l'ordonnance du JAF, dit bon, vous avez reconnu les faits, etc. Donc sur le volet civil. Et au volet pénal, eux étaient chargés donc de faire la confrontation, ensuite de faire un rapport au procureur. Donc partant de là, moi effectivement, je dis à la police, oui, il a reconnu les faits. Son avocat dit non, pas tout à fait. Voilà, ça arrive chez le procureur en fin de journée, ce rapport classé sans suite. Pourtant, le procureur était informé qu'il y avait eu des déclarations. Écoutez, j'aimerais bien le savoir, j'ai toujours pas la copie de l'avis du classement. Donc ce que je veux dire, c'est que même quand ils parlent entre eux, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de prise en charge globale. Bien. Alors, le premier point
Oui. La première des choses, parce que ça, depuis le départ, je le dis d'ailleurs au garde des Sceaux et à qui veut bien m'entendre, le premier des points, ce sera de toute façon la formation, pour éviter ce genre de choses. Oui. Et ensuite, réellement, dans l'équipe dédiée, on fait rentrer le procureur et on crée un lien plus fort. Ça va nous demander quelques modifications législatives, et notamment pour pouvoir échanger des données entre JAF et procureur, puisqu'on sait bien que par rapport au contradictoire, tout n'est pas aussi simple que ça, mais on l'a bien en tête pour que ça avance. Je suis d'accord sur le fait que ce classement sans suite est absurde, mais et probablement ça manque de formation. Avec un procureur spécial, enfin un procureur dédié, un procureur vif, je pense qu'une telle chose ne serait pas arrivée. Ça permettra d'éviter, par exemple, ces classements sans suite qui sont... Bon, par ailleurs, je suis d'accord sur la globalité, sur le fait qu'il faut prendre vraiment les choses dans la globalité. C'est-à-dire, et d'ailleurs, notre rapport, on a vraiment voulu le faire du signalement, c'est-à-dire comment on repère. Comment on aide la femme à pouvoir le dire, parce que ça c'est très compliqué, jusqu'à la fin, le traitement et comment on l'aide à se sortir de ce système, et surtout aux hommes à ne pas recommencer. Alors je vais revenir sur tout ça à travers le témoignage de Faustine que nous allons prendre en ligne dans quelques instants après la pub. Je rappelle certains points, ensuite je vous donnerai la parole. Je rappelle certains points. Ce rapport, vous le travaillez avec la députée Émilie Chandler, je voudrais le préciser. Vous êtes sénatrice de Lyon en ce qui vous concerne, vous êtes vice-présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat aussi, et je crois que c'est bon de le préciser. Je voudrais préciser aussi la promesse d'Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il disait. Il souhaitait la mise en place d'un pôle juridictionnel spécialisé. C'est ce qu'il souhaitait dans sa campagne présidentielle. Hein. Je voudrais le rappeler également. Et puis, les condamnations pour violences conjugales entre 2018 et 2021 sont passées de 22 949 à 43 725. L'autorité parentale retirée est passée de 9 à 2017 à 187 en 2022. Il y a aujourd'hui 954 bracelets anti-rapprochement actifs en décembre 2022, décembre dernier, et 64% des téléphones grave danger sont actuellement attribués. Voilà, je voudrais donner ces chiffres. Mais il y a un vrai progrès. Il y a un progrès, même si c'est encore insuffisant, mais il y a un progrès. Il faudrait regarder le quantum des peines quand même. Il faudrait quand même s'intéresser à cette question. Parce qu'effectivement, si les condamnations sont plus nombreuses, il faudrait regarder si elles sont efficaces et quel est le quantum des peines justement dans le cadre des violences conjugales. Parce que je trouve que c'est quand même insuffisant et c'est pas assez répressif. Alors maître, vous allez réagir après Faustine, qui sera avec nous. Il est 11h14, vous êtes sur Sud Radio, qui sera avec nous dans 2 minutes. À tout de suite. Avec Bourdin. Alors, il est 11h17. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de victimes de violences conjugales. Bon, heureusement, ce n'est pas toujours le décès au bout de la violence, mais prenons Faustine, qui est avec nous. Bonjour Faustine. Bonjour, merci à vous de me recevoir. Ben, je vous en prie Faustine. Faustine, vous êtes toute jeune, vous avez vécu avec un compagnon qui s'est avéré violent. Racontez-nous. Alors, donc, je voulais déjà tout d'abord vous remercier d'accepter d'écouter ce témoignage. Je voulais également signifier que je m'exprime en mon nom. Voilà, c'est mon vrai prénom, Faustine. C'est un choix parce que j'avais envie de montrer à toutes les personnes qui nous entendent, que ce soit des femmes ou des hommes, il n'y a aucune honte. Voilà, premièrement, à avoir, d'avoir vécu finalement ces violences. Il n'y a aucune honte. Et je voulais aussi vous montrer à travers mon profil que la violence, en fait, elle n'a pas du tout de religion, elle n'a pas de statut social ou encore moins d'étiquette politique. Parce que moi, j'ai été sensibilisée à ces questions. J'ai préparé l'ENA, voilà, j'étais à Sciences Po. Mon copain était collaborateur, enfin mon ex-copain était collaborateur au Sénat. Mes parents sont médecins, voilà, donc un milieu privilégié. Et c'est pour montrer que voilà, donc la violence, ça peut vraiment arriver à n'importe quel moment dans un parcours. Et donc, il ne faut pas en avoir honte. Alors, pour vous expliquer donc ce climat de violence que j'ai vécu, qui était mon calvaire pendant un peu plus d'1 an. En fait, ça commence toujours comme ça, les histoires d'amour, par un amour partagé. Ça a l'air très idyllique au début, et puis ça se transforme en cauchemar. Donc moi, ça a commencé par des violences très progressives qui se sont exercées à l'encontre de mes chats. Voilà, j'ai 2 chats et je me suis rendu compte en mettant une caméra chez moi qu'ils les frappaient à coups de balai quand je n'étais pas à mon domicile.
Et ensuite, à partir de son licenciement, lorsqu'il a été licencié donc de son poste au Sénat, il a commencé à me violenter. Voilà, il me disait souvent comme tes chats, je déteste les personnes fragiles. Ça me donne encore plus envie de les frapper. Il me disait aussi beaucoup de tu ne mérites pas d'être frappée, tu me remercieras. Dans un sens, je t'ai renforcée, tu seras une femme forte maintenant. Et donc ça a été des violences d'un trait psychologique, voilà, des dégradations quotidiennes comme on peut souvent les entendre. Tu es trop bête pour comprendre. Voilà, tu sers à rien dans la vie, des crachats au visage, des menaces de mort. Voilà, c'était mon quotidien. Et puis également la nuit, souvent j'étais un peu une sorte de buffet un peu humain. Je dirais que c'est le mot qui décrit ma relation avec mon ex-copain. C'est-à-dire qu'il se servait à n'importe quel moment. Donc la nuit, quand il avait des pulsions, voilà, il n'y avait pas de consentement en fait dans cette relation. Voilà, pour être très synthétique. Faustine, ça a duré combien de temps? Alors ça a duré, donc je l'ai rencontré en septembre 2021 et je l'ai quitté. Oui, parce que ça, je dois le dire, c'est moi qui ai pris cette décision de le quitter après une énième tromperie. J'ai décidé de le quitter en novembre 2022. Voilà, donc ça a duré un peu plus d'1 an, je dirais 1 an et 4 mois. Vous étiez amoureuse? Ah oui, très amoureuse. Et c'est bien souvent ça le problème, parce que c'est vrai que quand on est victime de violence, on a souvent tendance à vous dire mais pourquoi vous n'êtes pas parti? Et c'est vrai que l'amour, malheureusement, l'amour parfois va vous permettre de justifier un peu tout et n'importe quoi. Et ça, si je dois m'adresser à toutes les personnes qui m'entendent et qui vivent ce que j'ai vécu, voilà, c'est leur dire que l'amour ne ressemble jamais à la violence. Voilà, quand on aime quelqu'un, on ne peut pas lui faire du mal. Et moi, c'est quelque chose qui était très difficile à accepter. Aujourd'hui, je l'accepte. L'amour et la violence ne vont pas ensemble. Comment a-t-il réagi au moment de la séparation ? Alors, étonnamment, il l'a plutôt bien pris. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux. Je l'ai complètement effacé de ma vie. Il s'est rendu compte de son comportement ? Il vous a parlé de son comportement ? Alors, son comportement, il se rendait compte qu'il avait un comportement violent, assez terrible, violent, disons-le, oui. Mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a aussi le rôle de la famille. Sa famille, en fait, avait tendance à beaucoup justifier en fait son comportement parce que c'est un garçon qui aurait vécu des traumatismes. Son père était dans un fauteuil roulant, voilà, qui a eu un grave accident en 2002. Donc tout l'entourage et même des amis avaient tendance en fait à minorer finalement son réel comportement. Voilà. Oui, c'est un point important, Faustine, hein, le comportement de l'entourage. Hein, c'est ça, exactement. Toutes celles et ceux, vous êtes tous les trois autour de moi, ici dans le studio, vous opinez tous du chef, vous dites oui, c'est vrai, c'est important. Qui veut en parler, oui, maître? Effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même une constante dans ces dossiers-là, où la personne qui va être mise en cause et qui fait des violences conjugales, en l'occurrence, on voit qu'il y a une famille en général qui minimise le sujet et qui... Je voulais demander à Faustine. Faustine, vous avez déposé plainte ? Oui, j'ai déposé plainte. J'ai déposé plainte en décembre 2022. En décembre 2022. Et qu'est devenue votre plainte ? Eh bien, cette plainte, pour le moment... Tout est en cours et justement je voulais saluer, parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément dans les médias, mais je voulais saluer l'accueil que j'ai pu recevoir. J'ai été reçue au commissariat du 17e, puis ça a été géré dans le 11e puisque c'est là où je vis actuellement. Et j'ai été en fait, étrangement, c'était d'ailleurs le même mois où cette jeune a tenté de déposer plainte et qu'elle a été ensuite frappée par son compagnon et qu'elle est dans le coma actuellement. C'est exactement ce mois-ci, donc j'avoue que je suis arrivée au commissariat avec pas mal d'appréhension. Mais étrangement, j'ai été très très bien reçue, j'ai été écoutée. Et donc ça c'est encore quelque chose que je voudrais dire aussi aux personnes qui entendent, c'est de ne pas avoir peur en fait de déposer plainte, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va croire en fait en votre récit. Oui. Simplement, Violaine de Philippe Sabat. Ouais. Ça illustre très bien ce qu'on pense chez Oser le féminisme, c'est qu'en réalité c'est une loterie, le dépôt de plainte. Et dans votre malheur, vous êtes tombé sur une équipe formée, mais dans la plupart des cas, c'est pas du tout. Pas de formation, ouais. Du tout, mais pas que, pas mais de formation, à Paris aussi, c'est à Paris peut-être, je ne sais pas. Non, pas forcément, et c'est une question que je voudrais poser à Faustine. Est-ce que les policiers qui vous ont entendu font partie d'une brigade de protection des familles ? C'est-à-dire une cellule un peu spécialisée au sein du commissariat ?
Alors, il me semble que celle-ci, non. C'était pas une brigade des familles. Non. Mais par contre, la personne qui m'a reçue, en effet, avait l'air, ne m'a absolument pas jugée. Voilà, n'a porté aucun jugement à mon encontre, a vraiment écouté. Je pense qu'elle était assez choquée parce que c'est vrai que dans ma plainte, il y a aussi le fait que j'ai des vidéos. Voilà, parce que j'ai installé des vidéos pour les chats, voilà, pour les protéger. Et dans un sens, j'ai oublié ensuite que ces vidéos étaient encore actives. Donc c'est vrai que ça a permis, dans un sens, de justifier finalement mes propos. Et c'est ça qui est difficile aussi souvent dans les plaintes pour violence conjugale, c'est qu'il n'y a pas de preuves, malheureusement. C'est difficile de montrer qu'on a souffert pendant plus d'1 an. Merci Faustine, à moins que vous ayez une autre question, à poser à Faustine. Non, mais ça montre que la formation des policiers, des gendarmes et de tous ceux qui travaillent sur ces domaines, alors s'améliore, mais est nécessaire surtout. Ça reflète aussi la culture du viol. Quand on parle de l'entourage, vous savez, il y a plus d'un jeune homme sur 2 entre 18 et 24 ans qui considère que quand une femme accuse son ex-conjoint ou un homme avec qui elle a une relation, c'est pour se venger ou par déception amoureuse. Donc 1 sur 2. La culture du viol, elle est omniprésente. Je l'ai vécu moi-même parce que j'ai également été violée, et je le dis parce que je pense qu'il ne faut pas en avoir honte. C'était quand j'étais étudiante. Et les réactions de l'équipe médicale ont été horribles. Mais horrible. C'est pourquoi vous êtes rentré chez lui, en même temps vous l'avez fréquenté ensuite, foutu comme vous êtes. Vous l'avez provoqué, vous l'avez... Ah, il est médecin, donc c'est pas possible qu'il ait fait ça. Enfin, ça, c'était la médecine universitaire. Alors, c'était avant MeToo, mais je peux vous assurer qu'avec toutes les femmes que j'accompagne, c'est toujours pareil. Et pour revenir aux dépôts de plainte, les dépôts de plainte auxquels j'ai assisté, parce qu'il faut rappeler aussi que la police, malgré que dans le code de procédure pénale, ce soit indiqué vaguement, qu'il y a une obligation de dire à la personne qui vient déposer plainte qu'elle peut être accompagnée par une avocate ou un avocat, ce n'est pas fait. Bon, dans les cas où je suis là, j'essaye de limiter la casse, mais les cas où ça se passe bien, c'est rare. Souvent, la porte du bureau où on dépose plainte est ouverte. Il y a plusieurs policiers dans le bureau, ça rentre, ça sort. Enfin, c'est compliqué de parler. C'est compliqué de parler et de dire ce qu'on vit. J'ai une petite question pour Faustine. Je voulais savoir où on en était justement de la procédure pénale. Elle a déposé plainte, elle a été bien accueillie. Et donc là, aujourd'hui, on en est où? Parce que justement... Oui, donc pour répondre à votre question, aujourd'hui ça avance très bien. Maintenant ma plainte est gérée par le commissariat du 11e. Voilà, je suis très très bien accompagnée par aussi mon cabinet d'avocats. Je tenais à le signaler. C'est vrai que c'est important. Oui, d'ailleurs, je dis et je suis totalement transparent. Maître Tomasini, qui sera avec nous, est l'une de vos avocates. Hein. Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Je voudrais le dire parce que je voudrais pas que ça soit. Oui, bien sûr. Hein? Il faudrait une prise en charge par l'État des avocates et des avocats systématiques sans condition de ressources. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État prenne en charge les frais d'avocat. Oui. Pour les violences sexuelles, je pense que c'est indispensable, puisque c'est un frein, les honoraires. L'aide juridictionnelle, ça couvre pas les classes moyennes basses. Qu'en pensez-vous, Dominique Vérien? Que ça peut être débloqué immédiatement. Alors après, je pense que le donner de façon systématique... Enfin, je pense qu'il faut le débloquer effectivement tout de suite pour que tout de suite la personne puisse être accompagnée par un avocat et après... Ah oui, vous parlez de l'aide d'urgence. Oui, parce que voilà, l'aide d'urgence peut exister. Après, il y a des gens qui ont largement les moyens de payer un avocat aussi et il faut se dire que... Puis voilà, donc, oui, mais je le comprends. Qui sont plus chers que d'autres aussi. Enfin, je dis pas non, je pense qu'une victime devrait avoir accès à la même qualité de défense, peu importe ses revenus. Et aujourd'hui, l'aide juridictionnelle ne prend pas en charge l'assistance au moment du dépôt de plainte. Donc, oui, alors ça, par contre, ça c'est une chose qui serait nécessaire. On l'a bien noté. On l'a noté, nous, dès le dépôt de plainte, de telle sorte que l'avocat puisse accompagner le dépôt de plainte. À la fin de la procédure, il est possible justement pour les victimes, lorsqu'elles ont gain de cause, de se voir rembourser les frais aussi de justice, notamment les frais d'avocat. Notamment les frais d'avocat. À la fin, mais ça dure tellement longtemps, mais je suis d'accord avec vous. Bon, nous allons laisser en paix Faustine. Merci beaucoup, Faustine. Ça va bien maintenant? Vous avez comment aujourd'hui, quel regard portez-vous sur ce que vous avez vécu? Alors moi, j'ai l'impression, en tout cas c'est de mon vécu, j'en ai plus honte. Parce que c'est vrai que cette relation m'a fait beaucoup culpabiliser. On parlait justement de la culpabilité de la victime. Je trouve ça bien dommage aujourd'hui que les seules personnes qui consultent des psychologues ou des psychiatres, en fait, c'est les victimes et pas les coupables, finalement. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup affectée parce que quand on est dans une relation comme celle que j'ai vécue, on a beaucoup tendance à justifier en fait la violence de l'autre en se disant finalement c'est peut-être de ma faute. Voilà. C'est vrai que c'est une attitude moi qui a été la mienne pendant un peu plus d'1 an. Je me suis dit bon je vais essayer de le sauver de ses démons si je puis dire.
Et donc aujourd'hui, je tente peu à peu de me reconstruire. Premièrement, c'est que je suis déjà bien soutenue par ma famille, et je pense que c'est très important, les proches, l'entourage en fait. Ensuite, il y a évidemment donc le cabinet d'avocats. Je suis très très bien entourée, et c'est vrai qu'on parlait de justice spécialisée. Les victimes de violences conjugales, c'est très très différent. Elles sont différentes des victimes tout court, parce qu'en fait, la violence conjugale, dans un sens, il y a tout le regard de la société. Moi, souvent, quand j'en parle à des amis, plus ou moins proches, il y a toujours ce côté « j'ai souffert parce que j'ai aimé », vous voyez. Donc il y a ce côté un peu culpabilité, comme si j'avais choisi finalement de subir ces violences pendant plus d'1 an. Mais le problème, c'est quand on est dans cette relation, on aime en effet, mais c'est très difficile d'en sortir quand on est complètement sous emprise. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile même que pendant la relation, parce que quand on est plus sous emprise, on réalise en fait tout ça. On réalise que cette dignité a été perdue pendant un peu plus d'1 an. On réalise qu'on a été là pour quelqu'un qui a été complètement destructeur, parce que c'est le cas. Et donc aujourd'hui, je dirais que c'est une reconstruction. Et c'est là où la justice... Est-ce que cet ex-compagnon s'approche encore de vous ? Ah, plus du tout, non. Moi, j'ai écouté plus du tout, absolument pas, non. Bon, ok. Merci beaucoup, Faustine. Merci pour votre témoignage. Il est 11h30. Vous êtes sur Sud Radio. Je reviendrai tout à l'heure, après-midi, sur ce qui s'est passé au Pays Basque. Une enseignante a été poignardée par un élève. Elle est entre la vie et la mort. Il est 11h31. Vous aurez des détails, évidemment. Il est 11h31. Merci d'être avec nous. À tout de suite. Bourdin. Il est 11h34. Nouveau témoignage, celui de Vanessa qui nous a appelé. Bonjour, Vanessa. Bonjour. Vous avez subi des violences conjugales de la part de votre ex-compagnon. C'était il y a longtemps, Vanessa ? Juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Que s'est-il passé ? Alors, malheureusement, ce jour-là, il m'a agressée avec un couteau de cuisine. Oui. Voilà, pour une histoire de jalousie, parce que monsieur était très très jaloux. Oui. Et donc le problème, c'est qu'il m'a agressée devant ma fille. Voilà. Devant votre fille, oui. Voilà. Il vous a agressé, il vous a menacé, Ah non, il m'a sauté dessus. Il vous a sauté dessus, et est-ce qu'il l'a porté, est-ce qu'il a utilisé ce couteau ? Alors, quand il m'a sauté dessus, je suis tombée à la renverse, je me suis cognée contre un meuble. Et en fait, si vous voulez, moi, mon réflexe, ça a été de l'attraper par le cou. Et malheureusement, je dirais malheureusement, parce que par la suite, ça m'a porté préjudice, je l'ai griffé dans le cou. Ce qui fait qu'il a arrêté l'agression. Et on va dire que donc j'ai réussi à me libérer et à m'échapper. Et à crier, à vous échapper. Ma fille a crié autant que moi. Moi, j'ai eu très peur. Effectivement, j'ai fermé les yeux parce que je me suis dit, ça y est, je suis morte. Oui. Ma fille s'est mise à hurler. Donc, quand j'ai réussi à m'en défaire, j'ai vite pris ma fille. Je suis vite allée l'amener chez une amie et je suis pas rentrée chez moi. Et là, si vous voulez, il a essayé de me chercher, de me trouver comme il pouvait. Et c'est là que j'ai vu que les gendarmes arrivaient. Oui. Moi, j'étais cachée dans le village. Je m'étais mise ailleurs en me disant que je pensais justement que les gendarmes allaient arriver. Voilà. Bon, Vanessa, les gendarmes sont arrivés. Donc là, vous étiez un peu soulagée. Vous avez déposé plainte, j'imagine ? Pas du tout, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mes voisins qui ont entendu ce qui se passait, qui l'ont fait. Et à mon grand soulagement, parce que moi c'était pas la première fois que je subissais des agressions physiques, moins violentes, mais moins violentes. Il m'a percé le tympan, il m'a fait un trauma crânien, bon, bref. Moins violente, trauma crânien, percer le tympan, vous appelez ça moins violent, Vanessa ? Moins violent parce que là, s'il m'avait porté le coup de couteau, je pense que je n'aurais pas survécu. Vous seriez morte, peut-être. Vanessa, vous avez déposé plainte ensuite ? Non. Pourquoi non ? Parce que j'avais trop peur de ces représailles. Je ne voulais pas... La plainte de mes voisins a suffi pour qu'on passe devant le tribunal. Oui. Du coup, moi j'avais trop peur que si moi alors attendez Vanessa, qu'est-ce que vous vouliez dire, Violaine de Philippis ? C'était simplement pour préciser, effectivement, c'est un dispositif qui existe, le signalement au procureur, qui ensuite décide de s'autosaisir, donc un tiers peut signaler... Un tiers peut signaler la violence. Tout à fait. Oui. Et si jamais les gendarmes donnent suffisamment d'éléments, le procureur s'autosaisit, poursuit, et l'homme peut être condamné sans que la femme ait eu besoin à aucun moment de porter plainte. Donc cet homme est poursuivi maintenant, Vanessa, par la justice. Alors, le problème, c'est que nous
avons été tous les deux poursuivis. Parce que du coup, les gendarmes nous ont demandé, enfin, lui parce qu'il n'avait pas de permis, donc ils l'ont conduit. Parce que vous l'avez griffé, vous êtes défendu, quoi. Voilà, et bien du coup, j'ai été condamnée comme agresseur moi aussi. J'ai été condamnée. Non, mais ça, c'est absolument invraisemblable. Quel est le terme, mais j'ai été condamnée pour agression. Non, mais c'est là où on parle justement de la formation des policiers et des gendarmes. C'est-à-dire, c'est à la base, si on tombe sur des policiers ou des gendarmes, je vois que sur l'auditrice précédente, c'était le cas. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, on a des policiers qui ne comprennent pas exactement la situation de madame, qui comprennent pas qu'il y a d'un côté une situation de menace imminente et de l'autre quelqu'un qui essaye de se défendre, et finalement vont banaliser tout ça, vont mettre des violences réciproques, et à la fin on a les deux qui sont renvoyés devant un tribunal correctionnel avec des magistrats qui de temps en temps eux aussi sont pas formés, ou en tout cas sont pas spécialisés, et donc vont pas comprendre la distinction et vont condamner tout le monde. Alors je remarque aussi, on parlait de Paris tout à l'heure, du 17e arrondissement, du 11e arrondissement de Paris, bien doté, avec des policiers qui ont parfaitement bien reçu Faustine, mais là, les gendarmes, ça se passe à la campagne, il y a d'énormes différences, selon le lieu où on se trouve. Alors, Vanessa, oui. Il y a d'énormes différences, mais non, en gendarmerie, il y a aussi des maisons de protection des familles qui sont des gendarmeries spécialisées. Et réellement, la plupart des gendarmes se forment. Formés en plus. Oui, les gendarmes se forment. Sachant qu'en plus, cette formation, malheureusement pour l'instant, est encore trop sur la base du volontariat. Sachant que les gendarmes sont un peu plus volontaires que d'autres parce qu'ils ont probablement un chef qui leur donne un tout petit peu moins le choix qu'en police. Mais pour autant, on voit bien que tous les gendarmes et tous les policiers ne sont pas encore formés, ce qu'ils devraient être. Et en fait, là, très sincèrement, madame aurait dû être réorientée justement vers cette gendarmerie spécialisée pour que les choses soient prises en main en connaissance de cause. Sachant qu'il y a déjà eu des faits. Après, je ne sais pas si votre conjoint avait mis, puisque vous parliez de jalousie très forte, j'imagine qu'il regardait comment vous vous habilliez, il vous disait que vous aviez le droit de sortir, quand vous aviez le droit de sortir, et tout ça sont des éléments de lecture. Vanessa, il se comportait ainsi? Oui, tout à fait. Il me reprochait mes activités loisirs, il me reprochait quand j'allais chercher ma fille de faire la bise à notre papa pour lui dire bonjour, de lui sourire tout simplement. C'est la gradation de la violence, et ça commence par ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui en fait le contrôle coercitif, mais qui sont des éléments qui prouvent qu'il y a violence et pas conflit. Parce que là, le fait qu'elle ait été condamnée, c'est parce que des policiers ont considéré qu'il y avait un conflit conjugal. Or, quand ces éléments sont mis en place, et là très clairement il l'était mis en place, on sait qu'on est dans de la violence conjugale de l'un sur l'autre, et on n'est plus du tout dans du conflit. On n'est pas dans un couple qui se dispute. On est vraiment de la violence de l'un sur l'autre. Alors je pense que c'est le rapport médical qui a joué, dans le sens où moi j'ai eu qu'un jour d'ITT, parce que je n'avais aucune, à part une grosse bosse sur la tête, je n'avais aucune violence apparente physique, que mon ex-compagnon, en fait, du coup, il avait une trace de 3 doigts qui l'ont griffé dans le cou. Donc lui, il a eu 3 jours d'ITT. Et vous n'avez pas eu d'ITT psychologique? Le commissaire vous a pas envoyé justement faire des ITT psychologiques? La gendarmerie. Non, apparemment, non, je vois pas du tout de quoi vous me parlez. Mais par contre, la procureure a demandé le retrait immédiat de ma fille. Donc les assistantes sociales sont venues. Ils voulaient me retirer ma fille. Ce qui s'est passé, c'est que le père a reçu un courrier, puisqu'on était séparés, il était dans une autre région. Et il a de suite déménagé pour venir emménager dans la région. Et ce qu'il n'a pas apprécié du tout, c'est qu'on ne le prévienne pas pour lui confier la garde à lui. De suite, on lui a dit, on retire la fille à votre ex-compagne, mais on la place. Mais la procureure a été vraiment... moi, je l'ai pris comme presque une agression de sa part aussi. Genre, c'était ma faute. Comme si vous étiez la fautive. Bien, Vanessa, merci. Je voudrais que Maître Tomasini se joigne à nous. Bonjour, Maître. Bonjour. Et merci pour le témoignage de Faustine tout à l'heure. Un mot sur Faustine. Faustine nous disait que ça suivait son cours. Maître Tomasini, c'est bien le cas? Oui, tout à fait. Je voudrais revenir juste sur ce dossier parce qu'il est assez emblématique en ce qu'il va à l'encontre des idées reçues, puisque dans notre inconscient collectif, on a tendance à envisager les violences dans les milieux non favorisés. Oui.
avec des victimes extrêmement fragiles, notamment sur le plan intellectuel et psychologique, et pas forcément aussi jeunes. Oui. Donc là, dans le dossier de Faustine, vous voyez qu'il s'agit d'une jeune fille brillante, qui est issue d'un milieu très favorisé et qui est jeune. Donc ça, il faut le savoir, aujourd'hui, toutes les couches de la société sont frappées par ce fléau des violences conjugales et de plus en plus de très jeunes femmes, avec des auteurs très jeunes également. Alors le dossier de Faustine, là aussi, il a reçu un traitement privilégié. Elle a été parfaitement accueillie au commissariat. Vous venez d'entendre Vanessa, c'est pas tout à fait le cas pour Vanessa. Voilà. C'est-à-dire que vous avez parfaitement raison, vous avez compris que le dossier de Faustine est assez exceptionnel dans le traitement qu'il a subi, la façon dont elle a été entendue, écoutée, alors que d'une manière générale, encore aujourd'hui en France, on a un accueil dans les commissariats ou les gendarmeries qui n'est pas de niveau. Les professionnels gendarmes ou officiers de police judiciaire ne sont pas encore suffisamment formés à l'écoute. C'est ce que nous disions. En ce qui concerne, je ne vais pas revenir sur le cas de Faustine maintenant et sur le cas de Vanessa, mais je voudrais avancer les fameux. Alors, en ce qui concerne les agresseurs, est-ce que les agresseurs sont condamnés comme il faut ou pas? Est-ce que les mesures permettant l'éloignement de ces agresseurs sont suffisantes ou pas? Il y a les téléphones grave danger, il y a les bracelets anti-rapprochement, mais est-ce que c'est suffisant? Alors absolument pas, ça c'est très clair en ce qui me concerne, et au vu de l'expérience que je peux avoir dans différents dossiers. Déjà les téléphones grave danger, ils ne sont pas en nombre suffisant. En ce qui concerne les bracelets anti-rapprochement, là aussi, c'est exactement la même chose. Ils n'ont pas suffisamment de bracelets anti-rapprochement. Il faut savoir qu'il y a quand même 220 000 plaintes par an pour violence conjugale. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas autant de bracelets anti-rapprochement. De surcroît, il faut du personnel qualifié pour les mettre en place, pour expliquer son fonctionnement aux victimes notamment. Donc tout ça, c'est aussi une question de budget. Et le budget, évidemment, le compte n'y est pas. Vous le savez, depuis très longtemps, on réclame 1 milliard pour lutter efficacement contre les violences conjugales. Et évidemment, le gouvernement fait la sourde oreille. Dominique Vérien, pas assez de bracelets anti-rapprochement? Alors, je pense que, objectivement, les bracelets anti-rapprochement, il y a une autre difficulté qui fait qu'on ne les met pas, mais qui est une difficulté technique, qui, à mon avis, est en train d'être réglée, mais parce que, en fait, il en existe plus que ce qui est attribué. Donc, on peut encore en attribuer. Et il me semble, pareil, sur les téléphones grave danger, tout n'est pas attribué par rapport, parce qu'il y a une augmentation, une vraie augmentation, tant en nombre de barres, qui sont les bracelets anti-rapprochement, qu'en téléphone grave danger. Et je pense que, techniquement, et puis c'est pas tant le coût du téléphone grave danger, donc je pense que ça, c'est quelque chose de réalisable. Par contre, là où on parle de financement, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin de financement, d'autant que chez nous, alors justement, le fonctionnement est un petit peu différent de ce qu'on peut voir en Espagne, et beaucoup repose sur les associations. Je pense aussi IDFF, par exemple, qui est à Paris, est celui qui donne les téléphones grave danger, qui va expliquer. Les associations qui ont besoin d'être accompagnées. Les associations ont besoin de financement. Alors les financements arrivent. Les associations, pardon, Oui, allez-y. J'allais dire les associations. Oser le féminisme, par exemple. Voilà, chez Oser le féminisme, ce qu'on dénonce, c'est qu'en fait, on est en train de pallier la carence de l'État. Et pas que nous. On a des assos qui permettent aux victimes de collecter leurs propres preuves sur la blockchain. Vous vous rendez compte à quel point on en arrive? C'est-à-dire que nous faisons les enquêtes que l'État doit réaliser. 80% de classement sans suite pour les violences conjugales. Est-ce que c'est normal? Est-ce que créer des équipes qui sont plus formées suffira? Et pourquoi 80% de classement sans suite? Parce que l'absence de preuves, c'est ce que disait Vanessa. Mais là, Vanessa, l'exemple de Vanessa est absolument incroyable. C'est presque elle qui était accusée dans cette affaire.
l'exemple de Vanessa, alors qu'en plus il y a apparemment des éléments, qu'il y a les voisins qui sont prêts à témoigner. L'exemple de Vanessa est effectivement incroyable. Des antécédents, pardon, mais les investigations n'ont pas forcément été réalisées, puisqu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'obligation à réaliser un minimum d'investigation avant de classer. Ce qui fait qu'on peut classer sans avoir récupéré la mémoire d'un téléphone. Et aujourd'hui, les classements sans suite, c'est soit pour défaut de preuves, enfin manque de preuves par manque d'investigation, soit pour la prescription. Nous, on estime que l'imprescriptibilité des infractions conjugales et sexuelles se discute vraiment, notamment à cause des mécanismes de mémoire traumatique et de troubles de stress post-traumatique. Il faut lever la prescription en tout cas, alors, en matière de violence conjugale, c'est un sujet. Plus largement sur les violences sexuelles, donc les violences sexuelles et conjugales, peut se mettre en place dans l'esprit de la victime une mémoire traumatique, un état dissociatif qui provoquera qu'elle ne peut pas porter plainte avant plusieurs années, parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Quand on parlait, mais là il y a quelque chose où je suis vraiment en désaccord, c'est quand on parlait justement de classement sans suite pour manque de preuves. Moi je reviens justement au personnel formé, que ce soit de la part des policiers ou des magistrats. Il y a le phénomène d'emprise, je trouve, qui n'est pas du tout compris par la majorité du personnel, notamment en police. Et donc, les gens ne comprennent pas que cette emprise psychologique, c'est une violence. Et donc, ça peut permettre de créer un élément matériel pour entrer en voie de condamnation. Alors, je rebondis, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du contrôle coercitif. Parce que justement, ce sont des éléments de preuve, et il faut qu'on les fasse rentrer vraiment dans la grille d'évaluation. Aujourd'hui, justement, les policiers ou les gendarmes formés font vraiment une évaluation du danger. Et dans cette grille d'évaluation, il y a un certain nombre de points, et il faut absolument que ces points rentrent. Et donc, le contrôle coercitif, c'est est-ce que vous avez le droit de dépenser votre argent comme vous l'entendez? Est-ce que, bien que vous gagniez votre argent, est-ce que vous avez accès à la carte bleue? Est-ce que vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez? Ou alors, est-ce que le matin, il vous dit, mais tu vas pas mettre une mini-jupe aujourd'hui? Est-ce que vous avez le droit de voir qui vous voulez? Est-ce que vous faites... Est-ce qu'il vous harcèle si jamais vous rentrez avec un quart d'heure de retard? Tout ça sont des éléments qui sont effectivement plutôt psychologiques. On se rend compte que dans 100% des féminicides, ces éléments étaient mis en place. Parce qu'en fait, l'emprise se construit. Et le gros avantage de ce contrôle coercitif, c'est que ça fait porter sur l'auteur la pression et pas sur la victime. C'est pas la pauvre victime qui est sous emprise, c'est l'auteur qui met en place tout un système pour mettre sa victime dans sa toile. Sous emprise. Mais vous voyez, toute cette technicité, la technicité de notre débat aujourd'hui, finalement, montre qu'il faut des juridictions vraiment spécialisées. Et je dirais pas que pour les violences intrafamiliales, juridiction spécialisée pour les violences conjugales et sexuelles et sexistes, et dans cette juridiction spécialisée, un pôle violence intrafamiliale. Pourquoi? Pour former tout le monde, pour avoir dans le même immeuble les intervenants médicaux et sociaux, comme c'est le cas en Espagne. Et aujourd'hui, je me demande ce qui valablement justifierait qu'en France, on n'aurait pas les moyens de le faire. Bien, il est 11h49. Maître Tomasini, restez avec nous parce que vous faites une proposition, vous militez pour l'inscription du féminicide dans le code pénal. On va en parler. Il est 11h49, à tout de suite. Avec Bourdin. Bien, il est 11h51. Je voudrais simplement, on a 2-3 précisions concernant ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz. C'est une professeure d'un établissement privé de Saint-Jean-de-Luz qui est décédée après avoir été poignardée par un élève. C'était ce matin. L'élève a été interpellé. Nous allons évidemment développer après-midi pour avoir de nouvelles informations. Il est 11h52. Maître Tomasini, vous êtes là. Vous demandez, en ce qui concerne les féminicides, vous demandez l'inscription du féminicide dans le code pénal. Expliquez-nous. Alors, comme vous le savez, le féminicide aujourd'hui n'existe pas dans le code pénal. On parle de homicide sur conjoint, qui pour l'instant est une circonstance aggravante. Aujourd'hui, je souhaiterais qu'on réfléchisse, et je vais d'ailleurs m'y atteler, pour rédiger une proposition de loi sur le féminicide. Mais le féminicide, aujourd'hui, pas seulement dans le huis clos familial, puisque c'est un qu'on emploie, un terme qui est connu des spécialistes en violence conjugale. Et pour autant, pour moi, il y a féminicide quand une femme est tuée dans notre société, femme. Donc, il parlait de féminicide non intime. Qui donc se passe... Oui, pas uniquement dans le cadre de la famille ou de.
Hein Absolument. Et j'estime qu'on peut réfléchir à cela parce que finalement, dans cette société à dominante patriarcale, une femme est constamment en danger parce qu'elle est femme. Et lorsqu'elle est tuée, parce qu'il y avait un exemple récemment devant une cour d'assises où une jeune femme avait été tuée lors d'un vol dans des transports en commun. Et en réalité, cette victime a été choisie parce qu'elle était femme, parce qu'elle était plus vulnérable, parce qu'elle était plus fragile. Oui, je comprends. Mais alors, maître, donc le féminicide inscrit dans le code pénal, mais évidemment, la violence conjugale, c'est assez large. Il y a évidemment les femmes qui sont les premières victimes, mais il peut y avoir des hommes victimes, il peut y avoir des frères victimes, des sœurs victimes et des enfants victimes. Maître. Et des couples homosexuels aussi. Bien sûr, mais la proportion n'est pas la même. La proportion n'est pas la même parce que dans les décomptes qui sont évoqués... Oui, mais est-ce une raison, la proportion ? Pour laquelle on tue n'est pas la même aussi, historiquement. Parce que, en réalité, aujourd'hui, on parle d'homicide conjugal. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle de féminicide hors clos familial. Hors le cercle familial. Absolument. Et c'est très important parce que ça démontre précisément qu'une femme dans cette société, et c'est malheureux de le dire encore aujourd'hui en 2023, est une proie. Et très souvent, lorsqu'elle est tuée, elle est choisie parce qu'elle est femme. Et elle est victime parce qu'elle est femme. Je comprends. Historiquement, il y a une raison législative aussi qui montre qu'on avait un traitement différent. Jusqu'en 1975, le code pénal précisait que si un homme trouvait sa femme au foyer conjugal en train de le tromper, s'il la tuait, ça pouvait être excusable. Et le terme excusable jusqu'en 75. Ensuite, la Cour de cassation a reconnu le viol conjugal entre époux seulement en 1990. En fait, le corps des femmes a toujours été un objet à disposition des hommes tel que le Code Napoléon l'a posé. Oui. Et aujourd'hui, on vit encore dans cet héritage historique, ce qui fait que les féminicides ont une réalité actuelle et s'inscrivent aussi dans un système patriarcal de longue date. Oui, mais ça évolue doucement, peu à peu. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Alors, moi, je suis partagée. Moi, j'emploie assez facilement le terme de féminicide, mais je trouve qu'il couvre effectivement plus que les violences intrafamiliales, puisque une femme qui va être tuée dans la rue et qui sera violée, on sait bien qu'elle sera violée parce qu'elle est une femme et qu'elle sera du coup tuée comme telle. Après, il est vrai que par rapport aux violences intrafamiliales, on parle d'homicides conjugaux. Alors, on pourrait dire féminicide conjugal, ce qui n'est pas inintéressant, parce qu'il est vrai que dans la sphère conjugale, il se passe quelque chose qui est tu m'appartiens. En gros, si l'homme exerce cette violence et ce contrôle dont j'ai parlé, c'est parce qu'il considère que sa femme lui appartient. Ouais. C'est la possession. La possession. Et quand on lit le Code civil de Napoléon, globalement, c'est ça quand même. Hein. L'homme a le droit sur son foyer quasiment de vie et de mort. Et c'est ce qui n'est pas encore tout à fait gommé. Et c'est pas si vieux que ça. Donc effectivement, on progresse, mais pas assez vite. Législativement, ça a été gommé récemment à l'échelle historique, mais dans les mentalités... Pourquoi plein d'hommes considèrent que violer une femme qui dort, c'est pas violer ? Pourquoi plein d'hommes considèrent que si une femme recouche avec son violeur, alors elle n'a pas été violée ? Vous voyez ? C'est parce qu'en fait, notre corps, il est considéré comme étant à la disposition de la personne qu'on fréquente. Enfin, ça relève aussi plus de la déviance de ces hommes-là que d'un héritage mais cette déviance, du code et de Napoléon. Cette déviance, elle leur a été historiquement transmise, en fait. On les a éduqués comme ça. L'éducation, l'école, le HCE a encore relevé la présence très forte du sexisme à l'école. Alors aujourd'hui, justement, les jeunes... Et de la pornographie. J'allais y venir. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sont sensibilisés suffisamment ? Non. Non, absolument pas. Il y a un gros travail à faire sur les jeunes. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans une ère. Alors, on voit, le HCE en a parlé, mais la délégation aux droits des femmes du Sénat a sorti un rapport sur la pornographie, l'enfer du décor. J'ai vu ça. On voit bien que les jeunes ont accès à partir de 11 ans. Et le modèle qui est montré est clairement un modèle d'un homme possesseur de la femme. Oui, le Sénat a fait un excellent travail. Et je préciserai d'ailleurs que Oser le féminisme est constitué partie civile dans les procès contre l'industrie pornographique.
et que plusieurs hommes sont en détention provisoire actuellement, des producteurs, des réalisateurs. Eh bien, merci à tous. Maître Tomasini, merci à tous les trois d'être venus nous voir. Encore une fois, je vais, merci d'avoir participé à cette émission. Après les infos, je vais revenir sur ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz. Nous aurons en ligne le secrétaire régional Nouvelle-Aquitaine d'Alliance Police Nationale. Il y a des informations à nous donner sur ce qui s'est passé. Je vous rappelle qu'une femme, professeure d'un établissement privé de Saint-Jean-de-Luz, est décédée après avoir été poignardée par un élève. C'était ce matin. L'élève a été interpellé. À tout de suite, il est 11h58. Vous êtes sur Sud Radio. Bourdin. Bien, je voudrais tout de suite que nous essayons d'avoir des informations sur ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz. Vous savez qu'une professeure d'un établissement privé de Saint-Jean-de-Luz a été poignardée par un élève ou un ancien élève. Nous allons en savoir un peu plus avec Éric Maroc, qui est secrétaire régional Nouvelle-Aquitaine, Alliance Police Nationale. Bonjour Éric Maroc. Bonjour Jean-Jacques. Éric, ça s'est passé ce matin dans un collège-lycée catholique, le collège-lycée Saint-Thomas d'Aquin, à Saint-Jean-de-Luz, qui est un établissement privé. C'était donc ce matin, c'est un élève qui a fait irruption dans une classe lors d'un cours. Alors, je n'ai pas les informations aussi précises que vous venez d'avancer. Ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'une professeure âgée de 50 ans, à l'occasion d'un cours d'espagnol dans son lycée, a été victime de un ou plusieurs coups de couteau par un individu mineur qui a été interpellé sur les lieux. Voilà, il a été interpellé. Alors, d'après les informations que j'ai de mon côté, c'est le journal Sud-Ouest qui les donne. Il s'agit d'un professeur d'espagnol, donc vous l'avez confirmé, qui était en train de donner son cours à une classe de seconde, donc dans un lycée. L'auteur de l'agression a fait irruption dans la salle avec un couteau et l'a agressé. Jacques, je vous répète que je ne peux pas confirmer cette version. J'ai des collègues qui sont sur place et vous savez que dans les premières minutes d'une enquête criminelle aussi médiatisée, je me dois de protéger la capacité opérationnelle de la PJ Bayonne qui est en train d'investiguer pour faire la lumière sur ce dramatique incident. D'abord, il a été interpellé, ça vous pouvez le confirmer. Oui, il est placé en garde à vue. Et il est placé en garde à vue. Bon, il est mineur ou pas? Oui, il est mineur. Il est mineur. Or, donc on ne sait pas si c'est un ancien élève ou pas de cette professeure. On n'en sait pas plus pour l'instant. Hein. Et Éric, même si vous en savez plus, vous ne me le direz pas, si j'ai bien compris. Hein? Bon. Je suis soumis au devoir de réserve dans une enquête criminelle. Je comprends que vous soyez avide d'informations, mais vous comprenez aussi qu'il y a une famille... du côté de la victime, du côté de l'auteur et surtout des policiers professionnels qui doivent rendre compte au parquet et c'est pas à moi de faire rendre compte à la presse. Mais évidemment, Éric. Non, Éric Maroc, mais il y a aucun souci. Hein. Je comprends très bien. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, va se rendre sur place. Évidemment, la police, le préfet du département, le procureur de Bayonne, la rectrice de l'académie sont aussi sur place parce que il est rarissime. C'est dramatique. Hein. Il est rarissime qu'un élève poignarde son professeur ou sa professeure. C'était déjà arrivé. Alors, nous allons essayer. Évidemment, tout le monde pense à Samuel Paty, mais il n'est pas question de faire le rapprochement tout de suite. Je ne veux pas. Des élèves, des professeurs poignardés, c'est extrêmement rare. Merci, Éric Maroc. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir pu donner ce que vous pouviez nous donner comme information. Évidemment, si nous avons de nouvelles informations, nous vous les donnerons. Dans un instant, je vais recevoir mon confrère Claude Ardide, qui publie une enquête inédite au cœur de la brigade des mineurs de Marseille. Et il publie un livre sur cette enquête, Les enfants du purgatoire, aux éditions de l'Observatoire. Il va nous parler de tous ces enfants, ou pas enfants, adolescents, qui vivent la violence au quotidien, qui subissent, qui sont responsables. Allez, Claude Ardide dans 2 minutes. À tout de suite, 12h11. Les enfants du purgatoire, c'est
mon confrère Claude Ardide, qui publie ce livre qui a pour titre Les enfants du purgatoire aux éditions de l'Observatoire. C'est une enquête inédite au cœur de la brigade des mineurs de Marseille. Claude Ardide, bonjour et merci d'être avec nous. Et merci de me recevoir. C'est un remarquable travail. Je le dis parce qu'il est remarquable de précision. Et j'aime la précision, les faits. Ce sont des faits. 8 semaines d'enquête auprès de cette brigade des mineurs. Vous êtes installés, vous avez vécu avec eux, discrètement, avec votre petit carnet, vous avez pris des notes, je connais ça par cœur, hein, vous avez pris des notes, et vous rapportez dans ce livre strictement ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu. C'est exactement ça. J'arrivais le matin très très tôt à 7h30 pour prendre le café avec les premières enquêtrices, enquêteurs qui arrivaient pour d'abord débriefer ce qui s'était passé la veille et puis raconter ce qui éventuellement allait se passer, parce que quand vous êtes à la brigade des mineurs, il peut se passer tout et n'importe quoi à tout instant. Et donc je m'installais dans un bureau sur un siège avec mes carnets, je prenais des notes et soit on venait me chercher, parce que la brigade des mineurs de l'Évêché au 3e étage à Marseille, c'est un couloir de 30 mètres de long, 5 bureaux, 4 groupes, maintenant il y en a 5. Et puis les enquêtrices et enquêteurs venaient me voir en me disant « Claude, on a une histoire d'inceste, est-ce que ça t'intéresse ?» Donc je filais dans le bureau. « Claude, on a un bébé secoué », donc j'allais dans le bureau. Et puis « Claude, on a une tentative d'assassinat », « Claude, on a une agression sexuelle », etc. Donc en fonction des violences que subissent ou les nourrissons, ou les enfants, ou les adolescents, ou les femmes, puisqu'une brigade des mineurs, c'est aussi aujourd'hui ce qu'on appelle une unité de protection familiale, j'intervenais. Mais je restais toujours dans un coin, je prenais des notes, et chaque fois, les flics prenaient le soin de dire, vous avez un journaliste dans le coin du bureau, est-ce que ça vous dérange ou pas? Et que ce soit des mises en cause, ou que ce soit des victimes, les gens disaient, non, il peut rester là. Et donc, ça m'étonnait, parce que je pensais que je pouvais éventuellement déranger la déclaration. Mais les mises en cause, ils sont tellement sonnés parce qu'ils sont en garde à vue qu'en fait, ils s'en foutent un peu, quoi, ils s'en moquent. Et les victimes, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils sont là pour témoigner et pour faire en sorte qu'un journaliste puisse être leur porte-parole. Et dire les violences dont ils sont victimes. Donc, lors de ce travail, vous avez rencontré des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, des victimes, des auteurs de meurtres, des meurtriers, des agresseurs, toutes sortes de violences, toutes formes de violence, des hommes, des femmes, parce qu'il y a aussi violence de la part des femmes. Vous commencez... Le premier chapitre de votre livre, c'est ce drame à Marseille dont on avait beaucoup parlé, qui avait été très médiatisé, cet homme qui a tué sa mère, qui a tué sa femme, qui a agressé à coups de couteau sa fille aînée, et qui, les deux sont mortes, hein, les deux femmes sont mortes, la jeune fille est vivante aujourd'hui, et elle a une fois, attendez, il faut que je retrouve la phrase étonnante, la fille aînée de cet homme qui dit: je crois que ça faisait du bien à mon père de me poignarder, il y prenait du plaisir. Ouais, c'est exactement ça. Elle dit deux choses, cette gamine, qui sont foudroyantes. Alors, moi, c'est arrivé au moment où je m'installais à la brigade des mineurs, et j'ai du mal à le croire, parce que là, en l'occurrence, la réalité dépasse toujours la fiction. Et donc les enquêtrices qui me racontent cette histoire, après j'ai regardé un certain nombre de synthèses pour essayer de mieux m'imprégner de cette affaire. La gamine dit deux choses qui sont terrifiantes. La première, c'est qu'elle dit: ma mère était dans une mare de sang en train d'agoniser, puisque son mari venait de la poignarder, donc le père de cette gamine. Et cette femme qui est au sol, qui gît dans une mare de sang, c'est une tête de chapitre du livre, sa mère dit à cette gamine: je t'en supplie ma fille, achève-moi, je souffre. Elle demande à sa fille de l'achever parce qu'elle est dans la souffrance horrible et elle va mourir quelques minutes après. Et deuxièmement, elle dit à la brigade des mineurs, elle dit qu'elle avait le sentiment que son père allait lui faire du bien en la faisant disparaître. C'est-à-dire est-ce qu'il a été pris
par une crise mystique, une crise de délire. Est-ce qu'il a cru qu'en tuant ses enfants, il irait plus vite au paradis? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est exactement ce que dit cette gamine. Et quand les gamins disent ça, ils trichent pas. C'est la vérité. Bien sûr. C'est la vérité. Mais bien sûr, bien sûr. Ils ne mentent jamais, ils n'inventent pas. Alors justement, ils ne mentent jamais. Ce que j'ai aimé, il y a deux choses que j'ai aimées dans votre livre, Claude Ardite. La première, c'est que vous racontez ce que vous avez vu, des violeurs de petites filles, des violeurs de jeunes garçons, des pères et des mères incestueux, des agresseurs sexuels, des meurtriers, des vantards. Vous dites des pervers narcissiques, des paumés, des cinglés. Enfin, vous avez vu. Et vous avez vu parallèlement le travail de ces hommes et de ces femmes de cette brigade, qui ne jugent jamais. Alors, qui ne jugent jamais. Alors, ils jugent jamais. Alors, quand je suis arrivé le premier jour, je sais plus si un enquêteur ou une enquêtrice m'a dit, Claude, on va aller ensemble au fond du caniveau. Première chose. Une deuxième chose, Nadia, que tout le monde savait pas que c'était un journaliste, parce que j'étais tellement discret. Nadia est arrivée vers moi, c'est le gros pain. Ouais. Elle me dit, mais vous êtes qui, vous? Elle me dit, vous êtes un bœuf carotte, vous êtes un... Parce que je passais d'un couloir à un autre, d'un bureau à un autre. Elle me dit, vous êtes l'avenue Moses Esplanade. Je dis, non, je suis journaliste et je fais un livre sur la brigade des mineurs. Et là, elle me dit, bienvenue à la boutique des horreurs. Donc, il est vrai que quand on feuillette votre livre, on les croise, ces horreurs, parce que vous rapportez fidèlement ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Donc on les croise, ces horreurs. Alors on les croise, ces horreurs, mais en même temps on croise des hommes et des femmes. Hier, Eric, qui était un des chefs de groupe, m'a envoyé un texto, il m'a dit, tu parles beaucoup des enquêtrices, tu parles pas assez des mecs. Alors en fait, la brigade des mineurs de Marseille, c'est sur 30 policiers, il y a 23 femmes. Il y a 23 femmes. Qui sont extraordinaires, d'une humanité absolue, qui sont d'un humour, alors, je sais pas si c'est typiquement Marseille, mais d'un humour mais délirant. Et puis Eric m'a envoyé un texto hier soir, il me disait, tu sais, on a eu 4 mises en cause dans des affaires de violence aux enfants, aux femmes, aux adolescents. On a 4 déférés, c'est-à-dire 4 personnes qui sont allées en prison. Et pour eux, c'est une victoire. Ça veut dire que quand ils vont jusqu'au bout d'une affaire et que l'agresseur, le mis en cause, va en détention, pour eux, c'est une réussite parce que leur enquête a abouti à quelque chose. Ils ont surtout sauvé des enfants. Mais moi, c'est un mystère pour moi. Hein. Je suis resté un peu plus de 2 mois parce que je faisais des allers-retours entre Toulon, chez moi, et la brigade des mineurs. Et je me disais tous les jours, mais comment elles font pour tenir? Comment elles font? Comment ils font pour tenir avec toute l'horreur et toute cette horreur au quotidien? Côtoyer au quotidien. Alors, en plus, si vous voulez, c'est que il y a des groupes qui travaillent sur le flagrant délit, donc des groupes qui sont pas morts, ils ne savent jamais ce qui va leur tomber, jamais. C'est-à-dire que à 10h, elles sont en train de boire le café, de rigoler, et puis d'un coup, vous avez quelqu'un qui téléphone et qui leur dit voilà, il y a une femme qui a été massacrée par son ex-conjoint, son ex-conjoint a essayé de fracasser sa fille, etc. Donc vous voyez un mec arriver avec les menottes et puis qui s'installe dans un bureau, et puis dans le bureau d'à côté, vous avez une affaire d'inceste qui est en train d'éclater parce qu'il y a une histoire à Marseille, mais absolument incroyable, où une gamine qui a été violée par son grand-père pendant un barbecue familial a libéré la parole de sa propre mère qui avait été violée par son père, et de fil en aiguille, du témoignage de cette petite fille de 5 ans au témoignage de la mère qui dit oui, mon père m'a violée il y a 15-20 ans, la nièce a aussi raconté qu'elle avait été violée. Donc l'omerta qui pesait sur cette famille a explosé. Tout ça grâce aux auditions, la façon de procéder, de poser des questions pour ramener de l'attention portée aux victimes. C'est quand vous êtes dans un, vous voyez, imaginez, on est dans un studio, vous êtes avec 2 enquêtrices, vous avez des mises en cause, vous êtes victimes en même temps, etc. Vous êtes dans un huis clos. Et moi j'ai écouté, je me disais c'est pas possible. Si j'avais une caméra, si ça avait été une fiction, on m'aurait traité de scénariste ou de réalisateur mythomane. Là, je l'ai écrit, c'est la pure réalité, mais je me dis la réalité dépasse 100 fois la fiction, parce que on arrive soit à des aveux au moment où vous y attendez le moins. Moi, j'ai vu un mec 29 ans après un viol incestueux, enfin, il avait violé la fille de sa compagne, qui craque et qui avoue
en disant mais c'est pas grave, je l'ai violé. C'est cet homme de 78 ans? Non, c'est un gars, un travailleur, père de 3 enfants, histoire qui craque. Qui craque, qui a 78 ans et sa belle-fille a 40 et quelques années. Hein. Elle le supplie de dire la vérité. Elle lui supplie, exactement. Elle lui dit mais dis la vérité, rends-moi ma dignité, etc. Ouais. Lui, il va pas craquer. Il va pas craquer, lui. Oui, il y a un deuxième homme qui a 75 ans, qui est un beau mec, un mec qui s'est évadé de la prison des Baumettes, braqueur, qui a tué une prostituée. Un peu proxénète aussi. Un peu proxénète, etc. Et lui, première audition, il dit non, c'est pas vrai. Moi, je suis derrière, je sens que le mec, il peut craquer à tout instant, vous le sentez. Vos attitudes physiques, dès lors qu'un homme qui est entendu par les enquêteurs commence à s'affaisser comme ça, il y a un souffle court, vous dites là, il va pas tarder à craquer. Moi, j'étais derrière, donc j'avais tout le temps pour observer. Deuxième audition, et là, le flic, Alex, utilise une méthode qui est assez intelligente. Il dit, mais en fait, vous êtes un beau mec, vous êtes un braqueur, vous êtes respecté à la prison des Baumettes, tout le monde dit que vous étiez un voyou de haut niveau, etc. Et vous avez violé une gamine pendant des années. Vous vous rendez compte que vous allez mourir avec cette espèce de culpabilité, etc. Et que cet enfant, qui aujourd'hui est une jeune fille ou une femme, n'aura jamais récupéré sa propre dignité. Et là, je suis derrière, le gars, d'un coup, il savait, il dit oui, c'est vrai, je l'ai violé. Ouais. Et là, vous dites, c'est extraordinaire, parce que le boulot des enquêteurs, des enquêtrices, le fait qu'on soit arrivé à lui faire dire la vérité, c'est formidable. Et dans le cas de cet homme qui a une 50aine d'années, qui a violé la fille de sa compagne 20 ans plus tôt, le gars, à un moment donné, il dit, mais j'ai fait des bêtises il y a 29 ans, c'est pas un viol, il y a 29 ans, c'est fini. Et là, l'enquêtrice Sandrine dit, et Valérie qui est à côté, qui est la chef de groupe, il dit, mais monsieur, même 29 ans après, un viol, c'est un viol. Et là, le mec, il s'effondre. Et là, le mec s'effondre. Et donc, c'est... Je vois. Oui, il a violé sa fille, sa petite fille, sa nièce, et personne dans son entourage n'a rien dit pendant des décennies. Parce que la nièce et la mère de cette gamine qui a été violée, donc c'était en septembre-octobre dernier, avaient parlé. À leur mère, à leur marraine, à l'entourage familial. La nièce avait parlé aussi. Elles étaient en psychothérapie, elles avaient des problèmes pour avoir une sexualité normale, etc. Et tous les membres de la famille leur disaient, mais tais-toi, ne dis rien, ça va déclencher un scandale, etc. Donc ces femmes ont dit, qui étaient des gamines, ont dit, je me tais, elles ont gardé le silence pendant des années et des années. Le quotidien de la brigade des mineurs de Marseille. Je vous invite vraiment à lire ce livre parce que c'est absolument passionnant. Les enfants de purgatoire de Claude Ardit, je regarde la 4e de couverture, et ça résume bien. Et il y a toujours plus d'enfants esquintés, de familles disloquées, de jeunes obligés de se vendre, sans compter un manque cruel de moyens pour la police et la justice, parce que c'est en filigrane tout au long de... Oui, alors c'est un hommage rendu aux enquêtrices, enquêteurs de la brigade des mineurs, mais j'ai rencontré 2 juges pour enfants de Marseille qui sont extraordinaires. Ce livre met aussi en lumière l'investissement, l'abnégation, le sens du devoir unique de ces fonctionnaires. La majorité sont des femmes, vous l'avez dit, dont la mission, souvent une vocation, est aujourd'hui plus qu'essentielle. Merci pour eux. C'est moi. Pour elles et pour eux. C'est moi qui vous remercie. C'est formidable d'être là. Non. Enquête inédite au cœur de la brigade des mineurs de Marseille aux éditions de l'Observatoire. Merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30 ce matin. C'est l'heure d'André Berkoff.